prise de parole. Bonjour Grégory. Bonjour. Et bonjour César. Bienvenue sur la matinale. Donc Grégory et César vont prendre la parole sur le thème gagner en efficacité avec le low-code et le no-code. Je vous laisse prendre la parole. Nickel. Merci infiniment pour cette invitation. Nous sommes très contents de participer à cette matinée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis César Gonzalez. Aujourd'hui, je suis le directeur commercial de toutes les solutions software de Savoie. Et j'ai le plaisir aussi de vous présenter mon collègue Grégory Lequegnard, qui est aujourd'hui notre chef de produit, notamment de la solution WMS Audacieux. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aussi, Grégory. Donc, écoutez, on vous présente très vite le programme de cette partie. On nous a demandé de choisir un sujet pour apporter aux échanges de cette matinée. Un sujet sur lequel on a travaillé au sein de nos solutions, c'est les capacités de pouvoir les utiliser de façon autonome, de pouvoir privilégier des capacités des solutions d'aujourd'hui avec des capacités, ce qu'on va appeler du low-code et du no-code. Et voilà, on va vous parler un peu de comment on a approché et intégré cette démarche au sein de nos solutions. Donc, très vite, une introduction de notre société. Donc, nous sommes la société Savoie. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise avec 35 ans d'expérience, 35 ans d'empreinte en logistique, à travers d'à peu près un millier d'implémentations partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons des implémentations aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, évidemment en Europe. Et plus récemment également, nous avons des sites au Moyen-Orient, qui d'ailleurs est une région sur laquelle on se développe énormément. Et on a fait un des plus gros projets pour nous cette année qui s'est fait actuellement à Dubaï. Donc, nous développons différents types de solutions, notamment des solutions mécanisées et des solutions software type WMS. À titre d'exemple, je vous montre à gauche ce qu'on appelait nos solutions XPTS, qui est une solution qu'on va appeler Good to Person, qui permet de faire des préparations avec l'aide d'une navette type shuttle qui amène les produits. Avec ce genre d'implémentation, on peut faire, à titre d'info, plus de 700 lignes par heure sur certaines implémentations. Ça dépendra des types de produits, mais c'est des implémentations qui permettent aujourd'hui à beaucoup de retailers de faire leur préparation un peu partout dans le monde, comme je disais à l'instant. Une autre de nos solutions, de nos produits, c'est justement des softwares type WMS, OMS et TMS qu'on a déployés chez plus de 300 clients. À titre d'info, beaucoup des 3PL, parce que ça fait partie également des cibles des produits qu'on développe, type ID Logistique et Doré, font partie des clients qui utilisent nos solutions WMS aujourd'hui, qui eux-mêmes prêtent nos solutions pour des retailers ou d'autres acteurs de la logistique aujourd'hui. Et justement, une de nos solutions principales, c'est la solution Audacieux. Audacieux est une solution WMS, TMS et OMS qui s'intègre dans une supply chain. Aujourd'hui, il y a toute une panoplie de différentes solutions satellites. Et justement, au sein à titre d'exemple, justement, Audacieux est une solution sur laquelle on a voulu profiter au maximum des capacités qui permettent d'être dans une démarche des low-code et du no-code, où en fait, on peut s'intégrer à Audacieux avec des API, des codes facilités type Groovy, ou même on peut personnaliser nos documents au sein d'Audacieux. Mais avant d'arriver sur le détail de ce sujet, je voulais justement introduire la problématique derrière, qui est d'ailleurs a été un peu moins introduite par nos collègues et les présentations qui ont été faites un peu avant. Aujourd'hui, dans nos supply chains, on doit s'intégrer avec toute une panoplie de solutions. Déjà, les plus importantes, les plus structurantes vont être le RP, le WMS, le TMS, l'OMS. Mais déjà, quand on commence à creuser, on va se trouver face à s'intégrer avec toutes
un ensemble d'applications qu'on va appeler satellites pour la prise des rendez-vous, pour la gestion des quais, pour la gestion des facturations, pour avoir une plateforme de traçabilité. On va parfois, du coup, s'intégrer avec des transporteurs. Et toute cette intégration-là va demander une nécessité d'adaptabilité énormissime pour les solutions informatiques au sein de nos supply chains. Ensuite, il y a un effet plus opérationnel. Le marché change constamment. On a des clients en fait qui vont commencer à faire du B2B avec une problématique des palettes complètes. Et en fait, plus tard, ils vont commencer à faire du B2C, du type e-commerce, où en fait, on va faire des opérations à l'unité. Et tous ces changements-là, pour une solution informatique qui était au début implémentée pour un type de flux, pouvoir la changer, faire partie des contraintes, des enjeux qui vont être derrière les supply chains de nos clients et très probablement de votre supply chain. Et pour finir, aujourd'hui, on est constamment en train de changer. On entend parler des solutions IA. Il y a des entreprises qui sont dans une démarche d'amélioration continue. Il y a des entreprises qui doivent faire face également à des process, qui doivent faire face à un changement, à une solution de contournement. Et tous ces aspects-là vont alimenter un réel besoin d'avoir des solutions informatiques qui soient facilement adaptables. Historiquement, pour pouvoir gérer tout ça, on peut être plutôt très dépendant des équipes informatiques au sein de nos sociétés, au sein d'une société tiers. On va être potentiellement très dépendant des éditeurs de logiciels. Et mis à part ça, qui peut être un fait de départ, tout ça va déjà nous associer à des délais d'implémentation, des mises à disposition qui vont être de plus en plus longs quand on a beaucoup d'intermédiaires et beaucoup de dépendances. Et si la dépendance et les délais ne sont pas un souci, dans tous les cas, dans ce genre de contexte, faire des adaptations sur mesure vont obligatoirement générer des coûts qui peuvent être finalement très hauts. Et c'est finalement dans ce contexte-là que chez Savoie, notamment, on cherche à que nos solutions informatiques peuvent être facilement adaptables et on est rentré vraiment dans une démarche de faciliter cette adaptabilité par une approche low-code, no-code. Et finalement, en tout cas, pour qu'on soit tous au même niveau d'info, d'ailleurs, il y a un petit sondage qui va nous aider également à savoir où est-ce que vous vous situez sur la définition du no-code et du low-code. Mais en tout cas, pour faire très très simple, en tout cas, dans notre définition, le no-code, c'est cette capacité d'adaptabilité où en fait, on a juste des drag and drop, des boutons, des clics, et le low-code va être profiter des standards du marché, des formats standards, pour permettre à nos clients d'avoir un langage informatique simple sur lequel ils sont axés dans une limite qui permet de ne pas déstabiliser la robustesse des produits. À titre d'exemple, pour illustrer un peu mon propos, on va retrouver dans des solutions type Audacio des champs où en fait on va dire si le critère, ici par exemple c'est le critère produit, si mon produit est le critère valeur égale XXX, à titre d'exemple, je vais du coup faire que mon écran soit rouge. Et en fait, on va retrouver dans le paramétrage d'Audacio de WMS, un champ où on va dire, si mon produit a la valeur XXX, en fait, mon écran devient rouge et je clique sur le bouton avec la couleur qui va bien. Ça, c'est ce qu'on approche dans une notion d'adaptabilité des paramétrages complètement no-code. Et dans d'autres contextes, on va pouvoir avoir une approche des codes simplifiés où en fait, par exemple, notre outil va permettre à l'utilisateur de comprendre que s'il fait un code type Groovy où il dit si mon produit a le statut XXX, alors j'aurai un écran qui sera rouge. Et en fait, cette capacité ouvre la porte à que, évidemment, si on a au sein de notre entreprise des développeurs qui, du coup, ne sont pas propriétaires du soft, parce que, du coup, c'est Savoie qui est l'éditeur du soft, mais au sein de votre entreprise, vous savez, une équipe IT, ils peuvent parfaitement s'approprier, grâce à cette code, pouvoir faire la personnalisation eux-mêmes sans dépendre de l'éditeur.
Et ça ouvre également une deuxième porte à la personnalisation qui sont faites également in-house, également au sein de votre entreprise, quand bien même on n'est pas expert IT. Parce qu'en fait, cet exemple-là que j'ai pris, c'est un exemple qu'on peut retrouver dans d'autres contextes au sein d'Audacio. C'est qu'en fait, je pourrais, de façon plus ou moins intuitive, savoir que si par défaut, on nous a laissé un code où on disait si le statut était XXX, je mets l'écran en rouge. En fait, ça permet à des gens qui arrivent derrière pouvoir capitaliser sur le code et éventuellement dire, bah, si mon statut du produit n'est pas du coup XXX, mais Y, c'est-à-dire on pourrait même les combiner, bah, je veux que mon écran devienne bleu. Et en fait, le fait d'avoir cet accès à un code plutôt simplifié, plutôt standardisé, va permettre que des experts développeurs ou des experts IT et d'autres qui sont un peu moins experts, bah, peuvent personnaliser l'outil en totale indépendance, sans dépendre de l'éditeur et le plus important, en gardant une certaine robustesse du produit parce qu'il était prévu qu'un intégrateur externe puisse toucher ce genre de valeurs. Encore une fois, un peu à titre d'exemple. Donc voilà, vous l'avez compris, cette approche low code, no code est pour nous une façon de donner à nos clients une certaine flexibilité, de limiter les risques, d'aller beaucoup plus vite à leur développement et surtout, et j'insiste sur ce point qui est pour nous un des plus importants quand on est dans le métier IT, c'est limiter au maximum les bugs parce que cette accessibilité à le paramétrage et à le no-code, au low-code, est vraiment encadrée pour s'assurer que la robustesse du produit derrière soit la plus optimale. Maintenant, on va passer à des cas un peu plus concrets sur l'outil. Et du coup, encore une fois, merci Grégory d'être là avec nous. Je te laisse du coup la main. Merci César. Donc effectivement, lorsqu'on a proposé à Spacefield cette thématique pour cette matinale, on s'était bien dit que c'était quand même un sujet assez technique qu'il fallait pour autant démystifier. Je vois typiquement les premières réponses à la question qu'on a posée au chat. Je voyais quasiment plus d'un quart de l'auditoire qui disait je comprends pas ce que c'est que ce sujet-là. Donc j'espère qu'effectivement ce pourcentage va drastiquement baisser après cette conférence. En fait, pour inciter un petit peu le travail, on vous propose 5 exemples d'illustrations pour arriver à comprendre en quoi une plateforme low-code, no-code finalement est utile pour ceux qui vont utiliser des solutions de type supply chain, de type WMS ou OMS ou TMS. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous soyez finalement en gros un prestataire logistique ou tout simplement un distributeur industriel qui utilise des solutions supply chain, vous avez besoin effectivement d'adapter drastiquement le software à vos besoins et non pas le contraire. C'est pour ça que 5 exemples illustrés d'applications, ça serait personnaliser ses documents, personnaliser son affichage, que vous soyez sur un écran PC ou sur un terminal mobile pour scanner des produits ou valider des palettes, ajouter des informations complémentaires à votre contexte, customiser les processus métiers, et quand j'en aurai fini, j'espère du coup dans à peine 10 grosses minutes, on parachèvera le tout avec la possibilité de configurer les règles stratégiques des processus métiers à l'infini. Alors le premier exemple, juste finalement en gros pour sa mise en jambe, finalement il n'a rien d'extraordinaire. Vous connaissez déjà ce genre de solution si vous êtes habitué à des solutions software de ce type-là. Il est souvent utile dans un WMS, dans un TMS, de pouvoir personnaliser les documents qui sont donc imprimés et fournis à l'extérieur, notamment au client final. Je pense au BL ou à l'étiquette de prix pour les corners des magasins par exemple. Donc là l'enjeu en fait c'est quoi sur une solution software de ce type-là? C'est pouvoir laisser la main à l'utilisateur pour qu'il puisse personnaliser son document à l'infini. Je ne parle pas uniquement de couleur ou de design, je parle aussi de rajouter des informations, je parle aussi de rendre des informations visibles selon un certain contexte, etc. Et il existe des solutions du marché. Bon, on peut citer des logiciels très connus comme CodeSoft, comme Ezo, comme Stimulsoft, qui sont des document designers et qui sont plus ou moins intégrés dans les solutions supply chain dont je vous parlais. Bon, là, l'exemple que je vous montre ici, c'est une solution complètement intégrée dans la solution qui permet donc du coup à l'utilisateur, sans connaissance technique, on est vraiment sur du no-code, d'afficher les informations qu'il veut. Voilà, donc ça reste extraordinaire finalement en gros. Les solutions dont je vous parlais qui sont maintenant intégrées dans les solutions WMS et TMS, ça existe depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, mais finalement en gros, peut-être que vous faisiez déjà du no-code sans le savoir. Ça c'était pour le premier exemple. Alors on va monter un petit peu en gamme. Le deuxième exemple typique,
pour ceux qui sont les entrepôts, qui connaissent très bien, c'est le fait de customiser son affichage. Grosso modo, les softwares du marché, c'est des solutions qui sont extrêmement touffues. Donc ça veut dire qu'en gros, on affiche beaucoup de données, parfois trop. En fait, c'est jamais trop, mais dans votre contexte, ça se trouve, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc l'idée, c'est d'être capable de configurer, évidemment sans code, l'affichage, sans que l'éditeur soit obligé d'intervenir et de vous livrer une nouvelle version. Sur la partie écran terminal mobile, c'est encore plus important. Un exemple tout simple, vous êtes en train de faire du picking pour préparer une commande client dans l'entrepôt et vous avez besoin d'aider l'opérateur, celui qui va piquer, à prendre des bonnes décisions, à manipuler le produit correctement. Typiquement, imaginons c'est un produit dangereux. Bon, bah, si effectivement vous avez une solution qui n'affiche pas par défaut l'information produit dangereux, bah, ce que vous voulez, c'est pas forcément être dépendant de l'éditeur, encore une fois, pour qu'il vous livre une nouvelle version où on affiche cette information-là. Vous voulez être indépendant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une plateforme low-code, no-code? Bah, c'est tout simplement avoir accès à un espace où on peut voir donc cette interaction mobile que je vous montre sur la gauche, pouvoir effectivement la designer et rajouter des informations qui sont déjà prédisposées, prêtes à l'emploi et sur lesquelles effectivement vous pouvez rajouter l'information. L'exemple que je vous donnais, indiquer si le produit est dangereux, bah, typiquement on le design avec un code couleur et surtout on affiche l'information si le produit est dangereux uniquement, bien évidemment. Voilà, ça c'est un premier exemple assez typique d'utilisation de plateformes low-code, no-code. J'enchaîne avec un autre exemple très classique aussi, c'est rajouter des informations complémentaires. Alors, la plupart des softwares ont déjà mis à disposition ce qu'on appelle des custom fields, c'est-à-dire des champs complémentaires dans tous les écrans, parce qu'effectivement on sait bien qu'on a parfois besoin de répondre à des besoins particuliers pour certaines installations. Le problème c'est que souvent, ces informations-là, elles sont là ou pas là. Donc en fait, si vous n'en avez pas besoin, elles vous polluent votre affichage. Et si vous en avez besoin, bon bah ok, elles sont là, mais elles sont souvent pas forcément personnalisées. Donc ce qui est intéressant en fait, en gros, c'est de pouvoir vous en tant qu'utilisateur dire, prenons l'exemple finalement en gros d'une fiche client. Je suis utilisateur, j'ai été formé effectivement très facilement sur la plateforme low-code, no-code. Je dis que dans le référentiel des clients, des customers, je voudrais pouvoir ajouter un custom string, un custom field, un champ personnalisé, pouvoir tout simplement dire ce champ il s'appelle type, par exemple, une typologie de client, et je rajoute des valeurs fermées pour pouvoir définir tout ça avec potentiellement des codes couleurs, et automatiquement dans une solution où il y a une plateforme low-code, no-code, eh bien cette information-là va apparaître dans vos écrans et vous pourrez l'utiliser en recherche, en saisie, en affichage. Ça c'est le troisième exemple. Le quatrième exemple, alors celui-là, il est un petit peu plus high level, mais je pense que vous allez vite le comprendre. Toujours pareil, vous êtes dans une plateforme logistique, vous êtes par exemple prestataire, vous avez plusieurs donneurs d'ordre, et là vous vous rendez compte que pour satisfaire un de vos nouveaux clients, eh bien vous devez en réception, par exemple, rajouter une étape supplémentaire lors du scan des palettes en réception. Je prends un exemple tout simple, par exemple, imaginons des produits qui sont liés à une structure de plomb. Donc, il faudra scanner le numéro de plomb pour prouver effectivement que le produit a été reçu de manière concrète, qu'il est reçu proprement. Bon, cette étape supplémentaire, encore une fois, si la solution par défaut elle vous propose pas, eh bien vous êtes obligé de faire appel à l'éditeur pour rajouter cette information-là, alors qu'en plus elle n'est pas forcément très compliquée à mettre en place. Eh bien, dans une plateforme low-code, no-code, ce que vous pouvez faire, c'est grâce à une approche BPM, Business Process Modeling, visualiser tous vos processus métiers, d'étape 1 à l'étape finale, graphiquement, et vous pouvez potentiellement intervenir pour dire, à cette étape-là précisément, je veux une étape potentiellement supplémentaire, donc un point de décision où je dis, si je tombe dans ce contexte-là, il y aura une étape de plus, et vous pouvez effectivement designer cette étape et potentiellement la déployer. C'est ainsi, par exemple, typiquement, qu'on pourrait imaginer que si on considère que je suis avec des articles de type plombé, je pourrais effectivement scanner ce numéro de plomb en réception sans aucun problème. Et le dernier exemple, celui-là, effectivement, c'est de loin le plus stratégique, c'est pouvoir configurer ses règles métiers. Concrètement, quand vous êtes dans une structure supply chain, vous avez un ensemble de processus, réceptionner des marchandises, préparer des commandes clients, surveiller du stock. Et finalement, en gros, tout ça, ce sont des processus métiers. Il y en a énormément, ça dépend parfois du contexte du produit, de l'endroit où vous êtes, de la typologie de la commande client. Et donc, pour mener à bien ces processus-là, il y a des points de décision. Ces points de décision, finalement, en gros, moi, je les évalue à plusieurs dizaines, par exemple, dans un WMS.
concrètement, on pourra arriver à 80, 90 dans une installation relativement complexe. Et ce qui est important, c'est pas tellement que ces points de décision soient configurables, c'est qu'ils soient configurables à l'infini. Parce que finalement, en gros, il y a toujours une problématique, effectivement, de comment je tiens compte du contexte dans lequel je suis. Et donc, ce qu'on veut, là, finalement, en gros, c'est pouvoir définir ses propres règles métiers avec des conditions extrêmement précises, comme si finalement j'étais dans un fichier Excel où je configure mes tableaux. Alors je crois qu'on a une petite vidéo pour illustrer un petit peu tout ça. Si on peut effectivement la lancer, c'est très bien. Donc là effectivement, je suis sur une application WMS. Il se trouve que effectivement c'est la nôtre, et je me dis tiens, je voudrais finalement en gros dire au système que je suis en train d'intégrer des nouvelles gammes de produits. Je gère maintenant des produits high-tech, et je voudrais que maintenant le système me permette de ranger correctement les produits high-tech dans l'entrepôt. Donc là, on voit une règle métier qui contient déjà des éléments. Par exemple, si je suis sur un quai de réception 1, alors j'utilise une stratégie un peu importe laquelle. Et là, maintenant, je vais rajouter une nouvelle condition. Donc là, je suis en train de taper en français, juste pour moi, ce que je veux obtenir. Et puis là, j'indique au système. Donc là, je suis plutôt sur du low-code, mais clairement sécurisé, puisque vous voyez qu'il y a des autocomplétions. Je suis dans un cadre fermé, donc je peux pas faire n'importe quoi, et je suis en train de tout simplement d'écrire, comme une petite règle Excel finalement, en gros, que si mon produit sur ma palette reçue contient des produits high-tech, alors ça serait bien que ça puisse aller dans telle réserve avancée. Voilà, ça c'est un premier exemple, tout simple. Si on a encore le temps, oui, je vais essayer de me dépêcher, mais on pourrait rajouter une autre problématique. Imaginons que je suis prestataire logistique, j'intègre un nouveau donneur d'ordre, un nouveau client, et ce client, finalement, en gros, a des produits qui sont d'un certain coût, mais pas non plus excessif. Donc, on pourrait négocier éventuellement avec lui un taux de perte qui serait, disons, acceptable. Eh bien, on pourrait se dire, eh bien, quand je fais de l'inventaire, si finalement, en gros, j'ai pas plus de X% d'écart, à la rigueur, je pourrais m'autoriser à considérer l'inventaire comme valable. Alors, c'est quoi le principe ici? Vous voyez, c'est de se dire, lorsque le produit qui est compté appartient à mon client numéro 1, eh bien, j'autoriserai par exemple 1% d'écart. Voilà. Merci pour la vidéo. On va pouvoir revenir effectivement sur la présentation. Hop là, j'ai fait une toute petite erreur de manip. Donc effectivement, il me reste 2 minutes avant de passer potentiellement aux questions et à la conclusion. C'est comment finalement, en gros, on peut gravir une marge de plus en utilisant l'IA. Alors, l'IA, c'est un sujet effectivement qui a pris de l'ampleur chez nous, même en tant que particulier, vous entendez dans les news très rapidement. Concrètement, dans notre métier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur ce sujet-là, l'IA peut nous aider à franchir le cap du low-code, no-code, en sachant que effectivement, low-code, c'est quand même quelque part, même si c'est sécurisé, même si c'est un pseudo-langage, même si c'est simple, c'est quand même un peu technique. Donc finalement, en gros, quelqu'un qui serait réfractaire à ça, il aura toujours cette problématique. L'IA générative peut contribuer, je vous donne un exemple, à passer finalement du low au no-code. C'est-à-dire qu'en fait, on a une approche complètement full no-code. Et donc pour ça, on met en place des solutions de type LLM, c'est-à-dire en gros le Large Language Model, c'est finalement les chats intelligents que vous connaissez, dont j'ai pas besoin de citer les noms, je pense que vous les avez en tête. Donc typiquement, dans l'exemple que je vous avais cité, la règle métier où d'un côté je saisis quelque chose en français et après je dois utiliser un pseudo-langage, eh bien un axe d'amélioration sur lequel on se penche et qu'on va sortir sous peu, ça serait de dire je laisse le système interpréter en langage naturel ce que l'utilisateur a écrit et c'est lui-même finalement en gros qui va saisir le pseudo-code. Comme ça finalement en gros, on sera vraiment sur une logique de digital assistant, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le système qui vous aidera à configurer le système, et tout ça, encore une fois, avec une capacité quasiment infinie de différents paramétrages. Ce qu'il faut retenir du coup en conclusion, je vois qu'il nous reste quelques toutes petites minutes, moins de 5, c'est que le low-code, no-code, alors j'espère que du coup maintenant ça va un petit peu mieux pour ceux qui avaient du mal à comprendre le sujet, c'est un accélérateur de transformation, c'est surtout extrêmement flexible, c'est ça qui est important pour les utilisateurs de ce genre de solution, c'est économique parce qu'en fait, en gros, il n'y a pas des coûts de développement, c'est peu risqué et c'est vraiment une bonne approche pour avoir un quotidien plus efficace. Donc finalement, en gros, si c'est le genre de solution que vous voulez, ça serait bien effectivement d'en tenir compte pour justement, dans vos cahiers des charges, sélectionner effectivement plutôt les solutions qui prennent en compte ce genre de problématiques. Voilà.
Je vois qu'il reste 2-3 minutes. César, je te laisse peut-être le mot de la fin, puis peut-être passer aux questions s'il y en a. Ton micro est coupé. Ouais, ça. Merci infiniment, Grégory, pour ta présentation. Voilà, enfin, merci encore pour cette invitation. On voulait vous montrer la façon qu'on approche cette démarche. Hein. Je pense que c'est de l'air de temps. En 2025, on doit s'intégrer à beaucoup de solutions et c'est important que les solutions qu'on intègre dans notre catalogue, dans nos entreprises, soient faciles à s'intégrer avec d'autres systèmes parce que c'est finalement la base. Et l'IA va beaucoup jouer ça joue maintenant, mais va continuer à jouer dans les prochaines années et va contribuer à que le no-code et le low-code soient encore plus accessibles. Justement, on va profiter pour voir un peu les questions qui sortaient. J'avais vu au milieu de la présentation, il y avait une question qui avait été envoyée sur justement la façon qu'on personnalisait les documents. Est-ce que les 3PL peuvent le faire? Quels documents peuvent être personnalisés? Et bon, je sais pas si tu voulais la compléter, cette réponse, Grégory, particulièrement. Effectivement, c'était l'exemple 1 que j'avais montré. Effectivement, il y a un document de designer qui est disponible. Effectivement, on peut personnaliser tous les documents, qu'ils soient destinés à l'extérieur finalement ou à l'intérieur de l'entrepôt pour un usage interne. Donc, il n'y a pas de limite, effectivement, si ce n'est la base de données à afficher et à customiser ces documents. Ouais. Ce qui est intéressant vraiment sur la façon qu'Audacio permet de personnaliser les documents, aussi, j'ajoute, c'est que c'est tout déjà dans l'outil. Certains des solutions du marché vont dépendre des solutions tiers. On parlait CodeSoft, Crystal Report et d'autres. Et en fait, nous, on a voulu que notre solution Audacio permette de personnaliser les documents sans sortir de l'outil. Et ça donne vraiment la main pour faire des documents BL, le bordereau de livraison, des packing lists, voire les étiquettes transporteurs. Une autre petite question qui est passée entre-temps, c'est c'est par rapport chez nos clients, qui a vraiment la main pour faire cette modification, qui est responsable, quel est le périmètre par rapport à l'équipe IT. Évidemment que c'est un sujet aussi vaste, mais évidemment qu'en fait on a toute une capacité au sein de nos outils à choisir quelles infos peuvent être modifiées et par qui. En fait, on pourrait, c'est des décisions qu'on fait conjointement avec l'équipe projet, mais on pourrait en fait avoir différents droits d'accès pour limiter quelles sont les informations qui peuvent être modifiées ou non selon le type d'utilisateur. Évidemment qu'il est très important qu'en fait une équipe qui connaisse un peu les structures qui va derrière soit garant des modifications qui sont faites. Ce qui est super intéressant avec la solution Audacio, c'est qu'on peut même faire des simulations du comportement de l'outil selon les changements qu'on fait. Et avant de mettre en production, simuler un peu les changements qui ont été faits avant d'aller dans la vie de l'opération. Je ne sais pas si toi, Grégory, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, mais juste une anecdote, en fait, en gros, le dernier exemple que j'ai montré où là on était sur du pseudo-code, c'est-à-dire une approche plutôt low-code que no-code, on a quand même une bonne surprise, c'est-à-dire qu'effectivement, grosso modo, l'immense majorité maintenant de nos clients, que ce soit des profils IT, mais aussi des profils terrain, c'est ça qui est intéressant, parce que finalement ils sont très débrouillards, maîtrisent ce genre de fonctionnalités. Alors des fois ils demandent effectivement des formations ou quelques informations complémentaires, mais ils sont autonomes là-dessus. Ouais, c'est clair. Non, encore une fois, merci. Je vois qu'on va nous virer de la salle, mais en tout cas, on est très contents. Sachez qu'en fait, si vous voulez nous contacter, on sera ravis de pouvoir même faire une démo de la solution Audacio, parce que finalement, en 30 minutes, on n'a pas tout le temps de tout faire. Et sachez également, je me répète par rapport à d'autres présentateurs avant nous, on sera également à la CTL cette année, en l'occurrence les stands F18. Donc, rendez-vous tous à Paris au 1er avril. Merci encore. Merci.